Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Et pourquoi ne pas commencer avec Thierry ? Bonsoir Thierry. Bonsoir. Vous êtes avec nous, voilà, on vous écoute. Oui, c'est un peu difficile au début. Faites comme si c'est un peu difficile au début. Faites comme si vous parliez à un ami ou à une amie. Voilà. Je vous explique mon problème qui est voilà. Je vous explique. Je vais commencer par quoi, je ne sais pas. Le début. Voilà, je suis marié depuis 25 ans. Oui. Marié depuis 25 ans. Je pense que j'ai fait aucun défaut. Et puis, depuis 3 semaines et mois, ça s'est dégradé. Oui. Voilà pourquoi. Parce que ma femme avait été embauchée intérimaire dans une boîte à Bordeaux. Et la boîte intérimaire a fait une place dans les Landes, je vais dire exactement dans le Gabardin. Oui. Et je vais dire que je me suis aperçu, on se voyait que le week-end. D'accord. Et je me suis aperçu que mon couple se dégradait de plus en plus de tous les jours. Oui. Sachant que je suis resté, on a vécu quand même pratiquement 1 an et demi là-bas. Oui. Et je suis revenu ici à la maison parce que j'ai une maison dans le nord de la Gironde. Est-ce que votre femme avait déjà travaillé avant, Thierry ? Oui. Et comment ça s'était passé les autres fois ? Je veux dire que ça se passait très bien. Ça se passait bien. Donc, est-ce que c'est une habitude que vous avez de vous voir seulement le week-end ? C'est un rythme ? Non, c'est exceptionnel là. C'est exceptionnel parce que comme elle était intérimaire dans cette boîte, ça lui plaisait le travail qu'elle faisait. D'accord. Donc j'ai sacrifié c'est-à-dire que pas la vie de couple, j'ai pas sacrifié une vie de couple. J'ai sacrifié mes gamins parce que j'avais 2 gamins, j'aurais laissé la maison. Oui. Et nous sommes partis tous les 2 là-bas travailler dans les Landes. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous faites, vous, Thierry ? Je suis ouvrier agricole. D'accord. Et alors, vous dites que votre femme, depuis 3 semaines, cet emploi intérimaire l'a un peu perturbée ? Non, c'est pas comme ça que c'est. Ma femme est donc comment je veux dire ? J'ai pas bien compris. On va prendre le temps. Comment ? On va prendre le temps. Je n'ai pas tout à fait compris. Non, c'est-à-dire que ma femme, avant de partir dans les Landes, était intérimaire dans cette boîte. D'accord. Donc, et cette boîte était dans la Gironde. Ok. Donc, elle est partie, cette boîte, dans les Landes. Oui. Donc, pour conserver son travail, elle est partie là-bas. Elle est partie aussi, d'accord. Oui, mais comme je suis... nous allons faire bientôt, bientôt, c'est pas vrai. Nous allons faire 25 ans de mariage le 26 juillet. Mm-hmm. Donc, je l'ai suivi. D'accord. Donc, j'ai coupé mon activité ici, je l'ai suivi là-bas, on a trouvé un loyer. Oui. Et on a très, très bien consommé comme ça. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe depuis 3 semaines ? Ce qui se passe depuis 3 semaines, c'est que j'ai découvert des trucs, je vais dire bizarres. Oui. Mais je dis honnêtement très bizarres pour moi. C'est-à-dire ? Comment je vais dire ça ? J'ai pas un bon français, je veux dire. Elle arrive en retard Non, c'est pas ça. Elle n'était pas... Comment dire, j'ai des trucs bizarres. Une couverture que j'avais mis propre dans la voiture. Oui. Qui était pleine d'herbe. Oui. D'accord. Et le petit truc qui s'est passé, c'est que quand on est parti là-bas dans les Landes pendant 2 ans, je suis revenu ici chez moi, habitant en Gironde. Oui. Oui. Parce que bon, j'avais laissé à mes enfants à la maison. Oui. Et mon grand garçon maintenant qui est papa,
a décidé de prendre un loyer avec ma belle-fille. Mais qu'est-ce qui vous ennuie avec votre femme? Donc vous avez remarqué certaines choses que vous ne trouvez pas normales. Oui. Voilà. Oui, et votre conclusion, qu'est-ce que c'est? Ma conclusion, c'est que je vais dire que je vais le dire honnêtement, j'ai battu une vie de 25 ans. Oui. Qui me coûte à peu près dans les 200 000 euros. Mmh. Oui. Voilà. Mais est-ce que c'est le souci? Comment vous vous entendez aujourd'hui avec votre femme, puisque c'est pour ça que vous appelez? En ce moment, on s'entend très mal. D'accord. Elle vous a dit quelque chose en particulier? Oui, elle me reproche... je pense qu'elle me reproche peut-être pas de sincérité, peut-être. Oui. Des photos qui ont été prises comme quoi je l'avais battue. Et c'est vrai? J'ai dit que non. D'accord. Elle me fait chanter sur ces photos. Oui. Et je peux dire que je vous dis honnêtement, je suis très très mal. Ouais, j'entends ça, oui. Vous avez du mal à le dire et à trouver les mots. Je n'accepte pas. Et en plus, le problème, c'est que bon, j'ai un gamin qui a 20 ans, qui vit avec moi parce que je suis revenu chez moi. J'ai reconstruit toute une maison où c'est que j'ai refait les portes, les fenêtres, on a tout refait, une maison neuve pour vivre ensemble. Et elle fait sa vie toute seule là-bas et je sais pas. Mais vous avez des doutes en tout cas. Alors vous ne vous entendez pas très bien, vous avez remarqué des trucs bizarres, elle n'est pas très gentille avec vous en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a des photos, elle vous accuse de certaines choses. Ah oui, non. Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Non. Non. Qu'on m'accuse de certaines choses, c'est sûr. Ça, je peux dire que j'ai vu des photos, une apparence, comme quoi que bon, je l'avais tapé et tout. Je peux confirmer, c'est peut-être pas sur la France entière qui m'écoute pas. Ouais. C'est peut-être, je suis pas un ange. Hein. Oui. Non, je dis pas que je suis un ange. Je vais pas tous les dimanches à la messe. Non, je crois personne. Oui. Je crois que ce qui m'arrive et m'arrive, c'est peut-être ce qui m'arrive, c'est ce que j'ai mérité. Bon, écoutez, le problème. C'est vrai, c'est bien de vous chercher comme ça des poux dans la tête. Mais de quoi avez-vous envie? Vous avez envie de continuer avec votre femme? Écoutez, je vous dis honnêtement, j'ai envie de continuer avec ma femme parce que j'ai construit quelque chose pour mes enfants. Oui. Et surtout que, bon, j'ai mon fils qui a un petit-fils qui s'appelle Ilan. Et je construis quelque chose pour eux. Alors le mieux, je crois, Thierry, c'est d'aller la voir et d'essayer de se parler gentiment. Non. Gentiment, c'est-à-dire sans lui faire précisément des reproches, mais lui dire je me rends bien compte que en ce moment entre toi et moi ça ne va pas très fort. Moi j'aimerais savoir où on va. De quoi as-tu envie? Est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce que tu as besoin de quelques semaines pour réfléchir? Pendant quelques semaines, tu restes, toi, tu travailles et puis je ne te pose pas de questions. Et puis on se fixe une date et on décide. Mais le faire gentiment, sans accuser, de façon à ne pas envenimer, à ce qu'il n'y ait pas de mauvaises discussions ou de mots durs que vous pourriez regretter l'un et l'autre par la suite. Je pense que si vous agissez comme ça va l'aider, ça va la soulager et elle va arrêter de vous en vouloir parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose où elle vous en veut ou bien elle n'ose pas vous dire et elle se défend comme ça en étant pas très gentille. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord avec vous. Mais bon, ce que vous venez de me dire, je l'ai fait, je viens de le faire dimanche. Ah, c'est bien ça. Et alors, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Le problème, c'est que je l'appelais 10 fois, dimanche 4 fois, elle répondait pas, 20 fois, elle répondait pas. Non, mais si vous lui dites que vous allez la laisser un peu et que vous appelez 10 fois derrière, ça va pas le faire. Non, écoutez,
je suis très bien et que j'ai fait. Non, Oui, mais je comprends peut-être, hein. je comprends votre impatience. Hein. Je comprends que vous êtes dans Non, c'est l'anxiété. l'impatience. C'est pas l'histoire d'un refus, de faire quelque chose, d'avoir fait une bêtise. J'ai peut-être fait des bêtises, mais je suis pas un ange. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que quand on propose quelque chose, c'est pas un pacte, mais quand on vous dit que je n'ai pas envie, je ne peux pas, 25 ans de mariage, je pense que j'ai. Bon, je comprends. C'est difficile de se résoudre. Je ne veux pas tout sacrifier. Non, mais je comprends. Battez-vous, mais battez-vous gentiment. Dans un premier temps, faites-le gentiment. C'est ça mon conseil. Oui. Parce que si vous y allez avec force, avec violence, et en vous jetant des choses à la figure, je pense pas que ça va prendre la bonne direction et vous allez arriver au contraire de ce que vous voulez. Donc, dans un premier temps, je vous en supplie Thierry, allez-y gentiment, quoi que vous pensiez. Oui. D'après ce que vous me décrivez, hein. Parce que sinon elle va s'énerver, elle va prendre la mouche et là, tout va péter, tout va éclater. J'avais une question à poser parce que je suis bêtement indiscipliné. Allez-y. Oui, on est taureau et bélier chacun, ça fait quoi? Ah ben j'en sais rien. Là, je peux pas vous répondre à ça. Ah bon? Mais peut-être que ça a une influence, je n'en sais rien. Bonne chance à vous Thierry, surtout tenez-nous au courant et puis j'espère que ça va bien se passer. Mais surtout, ayez ça en tête, parlez-lui gentiment. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Oui, je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. C'était Seal, You Get Me. Et on continue avec Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Caroline, merci d'avoir pris mon appel. C'est parce que j'ai quelques soucis avec mon fils de 15 ans. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Écoutez, depuis le mois de septembre dernier, il n'a pas voulu réintégrer l'école, le collège. Mm-hmm. Donc j'avais mis, parce qu'il y avait eu quelques soucis de santé et après, il y a eu quelques soucis qui se sont enchaînés. Et après, quel genre de soucis, Bénédicte? Écoutez, il a été racketté au niveau de scolarité, il a été racketté, il a été violenté par des jeunes. Et puis après, il a été opéré, il a subi 2 opérations et donc il a manqué 3 mois et demi d'école. Pourquoi une opération? Il a été opéré de vésicule biliaire et du cholédoque. Ouais. Et bon, ça a traîné pendant des mois parce que les médecins ne trouvaient pas ce qu'il avait. Et pour eux, il était trop jeune pour avoir des calculs à la vésicule biliaire. Et en fin de compte, ils se sont bien rendus compte que c'était bien ça. Ouais. Vous pouvez vous rapprocher de votre combiné parce que sinon j'ai du mal à vous entendre. Là, vous m'entendez mieux? 1000 fois mieux. Donc, il a été opéré et après, une fois qu'il a voulu réintégrer l'école, ça n'allait plus, quoi. Oui. Et donc, là, au mois de septembre dernier, il n'a pas voulu réintégrer l'école. Donc, j'ai fait intervenir différentes personnes pour voir un peu ce qu'on pouvait faire. J'ai mis des éducateurs pour voir un peu, parce que moi, de mon côté, je vis seule avec lui. Et de mon côté, il n'était pas réceptif à ce que je disais. Il était méchant, il se renfermait, donc je ne pouvais plus avoir de dialogue avec lui. Oui, on se rapproche du combiné, Bénédicte. Oui, oui. Donc là, j'ai voulu faire intervenir, donc j'ai fait une AMOA. Oui. Donc ils avaient mis en route 6 mois avec des éducateurs. Mais ça n'a rien fait, c'était l'échec total. Ne sachant, étant très démunie, j'ai demandé de l'aide à ma famille, mais personne ne m'a aidée. Mm-hmm. Donc, étant vraiment seule avec ce problème-là, donc j'ai fait intervenir un juge pour enfants. Aïe. Je ne sais pas si j'ai très bien fait, mais bon, j'avais pas d'autre solution, je ne savais plus trop quoi faire. Oui. Parce que il y a eu un signalement de fait comme quoi il n'était plus scolarisé.
Oui, d'accord. Donc j'ai été voir une juge qui est très très bien d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc elle avait mis un AMJ en route pendant 6 mois. C'est quoi un AMJ? C'est la même chose que la MOA, donc c'est des éducateurs et une équipe éducative, mais renforcée. Ouais. Judiciaire renforcée, donc ça faisait que il y a un numéro d'astreinte en cas il y a des problèmes le soir, 24 heures sur 24. D'accord. Et alors? Et ça n'a rien donné puisque s'est intégrée la violence. Mhm. La violence physique envers moi. D'accord. Et alors, Donc, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ouais. Là, il y a quelques jours, j'ai été reconvoquée par Madame la juge. Et bon, vu que Quentin refuse tout dialogue avec les éducateurs qui ont été mis en route, vu qu'il refuse tout dialogue, donc là, la juge a décidé de le placer temporairement dans une famille d'accueil pour voir un peu comment il allait se comporter en dehors de moi. Bien. Donc j'attends là d'ici peu qu'il trouve une famille d'accueil tant que les démarches se mettent en route. Oui. Et bon, d'ici 8 jours, 15 jours, ça peut venir tout de suite quand on ne sait pas exactement quand. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, de ça? Corentin ne dit rien, mon fils ne dit rien. Vous avez essayé d'en parler avec lui? Oui. Ouais, il ne dit rien. Il explique pourquoi. Alors, une famille d'accueil, est-ce que ça va être dans votre région? Je pense. D'accord. Je pense, mais pas à côté de ma famille. Mhm. Parce que j'ai des relations très conflictuelles avec ma mère. Ouais, donc ce serait pas une bonne chose que ça vienne se superposer. Voilà. Et donc il n'est pas question de le mettre dans la famille. Donc il va être mis dans une famille. Le combiné Bénédicte. Oui. Oui. Pourtant, j'essaie Non, de mais parler. sinon, je sais, mais sinon vous me laissez toute seule, je vous entends très mal de loin comme au fond d'une piscine et c'est pas facile, croyez-moi, pour vous suivre. Oui. Écoutez, je pense que vous me paraissez un peu anxieuse, Oui, mais parce que vous êtes toute seule. Mais faire intervenir un tiers, faire intervenir un juge, c'est faire intervenir l'autorité. Et ma foi, dans votre cas, ça n'est pas si mal. Il y a un papa dans tout ça? Non, justement, non. Voilà. Donc c'est pour ça que ça permet de suppléer à l'autorité masculine, même si le juge est une femme, c'est une décision. Et ça prouve quoi, votre fils? Ça prouve que dans la vie, il y a des règles, il y a des lois et qu'on ne peut pas les enfreindre comme ça. Sinon, on a des petits soucis. En fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et c'est le meilleur service que vous puissiez lui rendre. Alors, même s'il ne vous parle pas, même s'il ne dit rien, je crois que ce qui est important que vous lui disiez, c'est que tout ça n'est que provisoire et que quand il le décide, il peut revenir vers vous. Voilà. Mais que pour un temps, ça ne va pas assez bien entre vous, que les rapports sont difficiles et que c'est dans son intérêt, et dans le vôtre aussi d'ailleurs, mais dans son intérêt que la juge a pris cette décision de manière à voir comment il se comporte en dehors de son lieu de vie habituel pour voir s'il a les mêmes difficultés ou si au contraire pour lui c'est plus facile parce que quelquefois il peut avoir du mal à vous dire certaines choses. Alors il y a une équipe éducative qui est en place, me dites-vous. Quel rapport avec vous, avec les éducateurs? On a tout tenté, on a essayé le dialogue, on a essayé... à une reprise, ça a vraiment mal terminé puisqu'il s'en est pris violemment à moi. Ouais. Mais c'est vous qui faites l'objet de sa violence, de son agression, de son agressivité. C'est à vous qu'il en veut. Oui, quelque part, je pense il en veut, oui, peut-être à moi, oui, certainement. Et aussi, je sais pas du tout, parce qu'il s'est renfermé sur lui-même. Avant, il avait quand même des activités, il faisait du patin à glace, il allait à la piscine. Il était comment? Il était joyeux avant? Oui. Alors, vous savez, il faut pas oublier une chose, vous l'avez dit en tout début, il a eu des soucis, il a été racketté, il a été violenté, et ensuite il est tombé malade. Mais racketté, violenté, tout ça, à 14-15 ans,
ça peut constituer des peurs pour lui. Il peut avoir l'angoisse de retourner dans son école habituelle et il est peut-être prêt à tout pour éviter que ça se passe comme ça et à trouver un moyen d'aller ailleurs. Il ne faut pas laisser ça de côté. Raqueter, non. Quand on se sent sans défense, il s'est peut-être senti assez faible et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est finalement d'essayer un autre lieu et une autre école. Et il fait tout pour ça. D'abord, dans un premier temps, il essaye de ne pas y aller. Ensuite, puisqu'il est obligé d'y aller, il essaye d'aller ailleurs. Donc, vous pouvez lui dire, quand tu te sentiras mieux, quand tu te sentiras plus fort, reviens, tu peux revenir quand tu veux à la maison. La maison, c'est la nôtre, c'est la tienne. Et si même tu as envie qu'on te change d'école, c'est quelque chose de possible. Évoquez cette possibilité avec lui, ça peut le soulager peut-être. Écoutez, moi je l'ai quand il a été raquetté, je l'ai changé d'école. Ah, vous l'avez déjà changé, d'accord. Oui, je l'ai déjà changé et quand il est arrivé donc où c'est que j'habite maintenant, il a été violenté après. Ah oui, donc en fait l'école ne lui laisse pas un bon souvenir du tout. C'est un endroit où il n'a pas du tout envie d'y aller, donc il est prêt à tout pour échapper à ça. Voilà, tout à fait. Et il m'avait demandé à une période de faire des cours par correspondance. Ah ouais. Donc en fait, si vous voulez, il n'est pas contre apprendre. Simplement, il veut pas y aller. Oui. C'est ça qu'il faut entendre. Il faudrait peut-être lui dire que vous avez compris ça. Et que le fait de rechanger d'école, bien sûr, c'est un peu compliqué, mais peut-être que ça va l'aider. En tout cas, quand il veut, il revient vers vous. Votre porte n'est pas fermée. Voilà. Ah non, et surtout, si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'il entende que vous ne vous débarrassiez pas de lui. C'est ça que j'avais peur. Dites-lui. Dites-lui, je me débarrasse pas de toi, mais je pense que pour toi c'est mieux, parce que soit tu peux plus me supporter, soit tu as du mal à supporter l'école dans laquelle tu es, tu n'as pas envie d'y aller, et je peux le comprendre. Donc, tu t'éloignes un petit peu quelque temps, quand tu veux, tu reviens, je suis là, et on est tous les deux. Les éducateurs il arrive quand même à voir l'éducateur, mais il parle un peu, mais il a quand même réussi à parler un peu quand même, mais très peu. Et l'éducateur lui a bien fait comprendre qu'il fallait absolument qu'il arrête sa violence déjà envers moi, et qu'il fallait absolument qu'il parle des problèmes qu'il avait, si vraiment s'il voulait plus aller à l'école et tout. Et quand on lui parle aussitôt de ça, il se renferme, il ne parle plus. Il a peur. Il veut aller à l'école, il veut apprendre, mais il a peur d'aller dans cette école-là. Une fois, il s'est fait raqueter, une fois, il s'est fait violenter, on comprend, il n'a plus trop envie d'y aller. Et il doit se dire comment je fais pour me protéger de tout ça. Il n'a pas la solution. Écoutez, ce n'est vraiment pas plus mal qu'il se sépare de vous quelques semaines, peut-être même quelques mois. Croyez-moi, vous allez le récupérer. Elle a mis en place pour 6 mois, mais comme elle m'a dit, ça se peut très bien que dans 1 mois ou 2, il y a tout à fait. Tout dépendra le comportement. Et j'avais vu avec les éducateurs et le travailleur familial, parce que au départ, voyant comment il se renfermait sur lui-même dans sa chambre, il était complètement, il ne voulait plus se laver, il était vraiment renfermé. En dépression, s'il ne voulait plus se laver. Voilà, et puis le soir, la journée, il dormait, la nuit, il mangeait. Et les éducateurs m'ont dit, écoutez, il va falloir y faire comment on appelle ça, le mettre dans un hôpital, dans un service psychiatrique et tout. Ouais, non, mais à mon avis, il a eu un traumatisme. Oui, non, vous avez eu raison. Il a eu un traumatisme, cet enfant. Il a eu un traumatisme. Il sait pas comment sortir de là. À mon avis, il va vous revenir assez vite et il sera content de vous retrouver. Surtout, gardez confiance. Ayez confiance, Bénédicte. Parce que moi, le problème qui se pose, c'est que il voit bien que je suis mal. Ouais. Écoutez, surtout quand il s'en va, vous continuez de l'appeler, vous continuez de lui téléphoner, vous correspondez. J'ai pas le droit. Ah bon ? J'ai pas le droit. Mince alors. Il va être mis dans une famille d'accueil et il y aura une visite de prévue à l'extérieur du domicile. J'aurai le droit de le voir, mais je n'ai pas le droit de l'appeler. D'accord. Peut-être que vous pouvez lui écrire ? Ah, par contre, je ne sais pas demander. Oui, écoutez, demandez, et puis vous pouvez lui écrire. Il faut absolument qu'il sache que vous continuez de penser à lui. Voilà.
Et j'imagine qu'il le sait. Vous lui dites avant de partir, c'est pas parce que tu t'en vas que je vais pas penser tout le temps à toi. Tu le sais, j'ai juste pas le droit de t'appeler. Sache que je n'ai pas le droit de t'appeler. Il faut qu'il le... Non, mais il faut lui dire. Hein. C'est important. Écoutez, je vous souhaite je vous souhaite vraiment bon courage parce que vous traversez un moment difficile. Et puis, à mon avis, ça va se passer assez bien. Cette coupure, elle est nécessaire. Tant mieux pour lui, tant mieux pour vous, surtout. Hein. Ça va être dur quand même au début pour moi parce que bien sûr. Je me retrouver toute seule comme ça. C'est pas facile, vous l'avez élevé toute seule. En plus, j'ai coupé les ponts avec ma famille, donc je me retrouve carrément toute seule, quoi. Ma pauvre, vous travaillez ? Là, actuellement, je retourne en formation parce que je vais passer mon permis bus, permis D, pour pouvoir retravailler en tant que chauffeur de bus dans la ville où j'habite. Vous êtes courageuse. C'est bien, Bénédicte. Écoutez. Donc là, je vais faire des cours, donc ça va me permettre de me changer un peu les idées. Et puis, mais bon, c'est vrai que ça va pas être évident. Oh, c'est pas facile. Mais bon, dites-vous que c'est provisoire. Vous allez le retrouver, votre fils. Hein. Il va pas s'en aller comme ça. Quelques mois à peine, et puis il est là. D'accord. Croyez-moi, ayez confiance. À très bientôt, en tout cas. Bien. Et puis, n'hésitez pas à nous rappeler si vous trouvez que c'est un peu trop dur. D'accord. Je vous remercie de votre compréhension. Mais c'est moi qui vous remercie de votre appel et de votre confiance. Au revoir, Bénédicte. À très bientôt. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Fabiola avec nous tout de suite. Bonsoir Fabiola. Bonsoir Caroline, un grand merci d'abord à l'accueil au standard et ils sont formidables. Vous pour prendre mon appel. Alors je tiens à dire que la petite histoire que je vais raconter, elle est beaucoup plus légère que ce que j'ai entendu précédemment. Mais bon, en fin de compte, je suis un petit peu émue parce que j'ai pas l'habitude. Mais oui, c'est normal. N'ayez pas peur. Voilà. Faites comme si vous étiez au téléphone avec une amie. Voilà, mais je vous considère un petit peu comme ça parce que j'apprécie beaucoup tous vos conseils et la qualité de votre écoute. Voilà. Alors moi, j'ai appelé tout à l'heure pour exprimer quelque chose qui s'est passé qui m'a un petit peu troublée. C'est-à-dire que dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, donc il y a à peine une semaine, j'ai rêvé d'un ami, d'un copain plutôt qu'un ami, que j'avais connu il y a 36 ans exactement. Alors, évidemment, j'ai fait un rêve où je me revoyais adolescente avec lui et puis les autres personnes que nous côtoyions à l'époque quand nous faisions du sport. Et c'était très bien, très amical, voilà. Alors moi, j'avais 14 ou 15 ans à l'époque, j'avais peut-être un petit peu le béguin pour cette personne, mais bon, il n'y a jamais rien eu. D'abord, il a 4 ou 5 ans de plus que moi. Et en plus, c'était tout à fait comme ça, quoi. Hein, comme le cœur d'une jeune fille peut battre quand un garçon lui sourit, surtout il y a 38 ans maintenant. Ah, c'est beau moment, c'est bien, hein, ça fait du bien d'en parler. Voilà, mais maintenant les temps ont changé. À 14 ans, j'imagine que c'est pas la même chose. Mais bon, en tout cas, c'était... C'est pareil. On a toujours le cœur qui bat à 14 ans, je vous rassure. Oui. Mais voilà. Et donc, et après, j'ai plus eu de nouvelles parce que chacun a fait sa vie, voilà. Et j'ai rêvé de lui, mais comme si je l'avais vu la veille et qu'on avait passé un bon moment. Alors moi, j'ai rêvé de moi quand j'avais cet âge-là, donc ça m'a un petit peu interpellée au matin. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai rêvé de lui ? Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, je le connais plus, je sais plus où il est, enfin bref. Bon. La journée s'est passée. Il se trouve que ce jour-là, j'avais rendez-vous avec un chirurgien pour un petit souci. Et j'étais dans une station de métro, puisque j'habite à Paris. Et bon, bref, j'étais dans une station de métro. Et puis, à mon retour, je me dis, mais pourquoi ce rêve hante un petit peu ma tête ? Je me suis dit, bon, ça va passer, parce que c'est un petit choc, mais bon, c'est pas grave. Et au cours du week-end, ça revenait sans arrêt. Et je me suis dit, mais pourquoi je me suis revue à 14 ans telle que j'étais, voilà. Et donc, et au cours du week-end, la curiosité, alors là, j'avoue mon crime, hein,
je suis curieuse. Oh là là. J'ai regardé sur Internet. Oh là là. Et alors Et alors, mais en 2 clics, j'ai trouvé très vite son identité et j'ai appris qu'il était prêtre. Alors, ça m'a pas tellement étonnée parce qu'il a un nom en plus très commun, hein, genre Jacques Martin. Alors, des Jacques Martin, il y en a 500 000 en France. Mais j'ai tapé le nom et j'ai mis curé ou prêtre parce que j'avais idée, je me suis souvenu que sa mère m'avait dit qu'il voulait peut-être entrer, faire des études de théologie. Et tout de suite m'a paru sa photo avec son CV et j'ai eu un choc. Vous comprenez bien qu'avec 36 ans de recul, parce que c'était lui, je suis vraiment tombée sur lui très très vite. Et je me suis trouvée un petit peu bête parce que je pensais pas que j'allais avoir très vite un petit peu la réponse à ma curiosité. Et depuis, alors j'en ai parlé à des amis qui m'ont dit oui, tu devrais l'appeler parce que c'est quelqu'un sans doute qui sera à l'écoute. Mais je lui dis mais je ne sais pas quoi lui raconter. À l'écoute de quoi surtout? Je sais pas, parce que je sais pas quoi lui raconter dans la mesure où, en plus je peux pas mentir, c'est quelqu'un quand même qui est dans la religion. Non, alors, ça c'est pas le problème. Voilà. C'est pas parce qu'il est dans la religion que non, mais vous avez envie d'être sincère avec lui. Je peux pas lui raconter n'importe quoi. Oui, mais alors vous auriez envie de lui dire quoi? J'ai rêvé à quand nous avions 14 ans et que j'étais amoureuse et non, pas du tout. Non. Et là, je découvre que tu es prêtre, ça va être un peu compliqué là pour le coup. Non, mais alors je vous dis tout de suite, d'abord j'ai pas une démarche sentimentale du tout. C'est, on va dire, un petit peu de la nostalgie, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et alors là où je suis quand même étonnée, c'est qu'en regardant donc. Ça fait un choc, non? Ah bah oui, ça fait un choc, vous vous rendez compte? Que de découvrir que le béguin de ses 14-15 ans est rentré dans les ordres. Oui, déjà, et puis en plus, parce qu'on a tous vieilli, alors on n'a pas la même... mais on reconnaît quand même des traits, des expressions. Mais où la coïncidence, et c'est ça qui me sensibilise le plus, c'est que je me suis rendu compte qu'il était dans une église tout proche où est mon chirurgien. Ah. Alors oui, c'est exactement la même station de métro, parce qu'il aurait pu être à 500 km, 800, enfin peu importe, mais il est à la même station, et c'est là où je me suis dit, mais là c'est un peu ce qui me choque, quoi. Enfin, j'ai l'impression que vous le saviez sans le savoir. Ah, vous croyez ça? Ah oui, je le crois. Vous le saviez sans le savoir. Mais comment le subconscient peut emmagasiner des choses comme Parce ça? Parce que de temps en temps, justement, il y a des informations qui nous parviennent et on ne sait pas très bien comment, vous avez raison, on les stocke, elles sont quelque part dans un coin de notre mémoire et il suffit d'un tout petit indice, d'un tout petit détail pour que ça revienne comme ça et que ça affleure. Mais je pense que vous le saviez. Est-ce que vous avez été surprise quand vous avez vu qu'il était prêtre? Pas trop, parce que justement. Voilà. Justement. Il aurait pu être à 800 ou 900 km. Auquel cas, j'aurais dit, il est dans le nord, moi je suis dans le sud. Non, mais je pense que c'est le lieu qui a fait que vous l'avez appelé. Le lieu vous a amené à penser à lui. C'est plutôt le lieu. Et si vous dites que vous n'avez pas été surprise parce qu'il était prêtre, alors que reconnaissez que quand on se quitte à 14-15 ans, c'est quand même un choc. Vous aviez le béguin, c'est donc que certainement il n'était pas insensible au charme des filles. Oh, mais je crois pas, parce que il était sérieux, et justement, c'est peut-être parce qu'il était sérieux que j'avais le béguin. Je ne sais pas. Ouais, on veut toujours l'impossible. Nous, les filles, on est faites comme ça. Oui. Bon, en tout cas... Su, hein. Non, et puis on va pas lui dire maintenant, parce que ça changerait pas grand-chose. Ça vous ferait plaisir de lui parler ? Je pense, mais j'avoue que je suis intimidée. Alors, je suis pas d'une nature timide, mais c'est surtout... moi, on a passé des moments super sympathiques, et c'est presque en amitié, je veux dire. Mais bien sûr. On peut être ami avec un prêtre? Mais tout à fait. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut avouer sa curiosité? Mais bien sûr, c'est fait pour ça. Mais non, attendez, d'abord, les péchés... Oui, je sais bien qu'on dit que la curiosité est un vilain défaut, mais non, c'est pas un péché. Vous vous êtes quittés, vous étiez jeune, vous pouvez lui présenter les choses de la manière suivante. En allant chez mon chirurgien, je me suis rendu compte, j'ai su par hasard que tu étais pas très loin, et ça m'a donné envie de te téléphoner. Après tout ce temps, 30 ans, j'ai eu envie de savoir comment tu allais. Ça m'a ramené
à nos souvenirs de jeunesse et ça me ferait plaisir de savoir comment ça se passe pour toi aujourd'hui. Il faut faire simplement. Plus on est simple, plus on est sincère et plus on touche et plus on obtient ce qu'on a envie d'obtenir, c'est-à-dire une relation saine. Au fond, Voilà, c'est ce dont vous avez envie. Moi, je suis pas très croyante, mais je vais régulièrement dans les églises parce que, bon, moi, alors je tiens à dire que je vis seule, mais contrairement à tout ce que j'entends sur l'antenne, où les gens sont souvent très malheureux, moi je suis pas du tout quelqu'un de malheureux. Je suis très entourée, j'ai eu des enfants, j'ai des amis, tout va bien pour moi, j'ai un travail, je gagne bien ma vie, donc tout va bien pour moi. Et c'est un choix et franchement je suis très contente. Ça, je tenais à faire cette petite parenthèse parce que il n'y a pas beaucoup de témoignages de personnes qui sont seules qui disent qu'elles vont bien. Parce que l'amour, c'est pas forcément, pour moi, c'est pas forcément le rapport d'un homme et d'une femme. Ah, mais tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Alors, c'est aussi ce que l'on peut donner à ses prochains. Moi, je suis d'une nature généreuse. Je vous assure que quand pourtant, je suis pas croyante, j'ai pas eu dans ma culture et mon éducation une éducation religieuse, mais je vais de temps en temps pour apaiser les tensions que je peux ressentir des personnes proches de moi qui ont des moments difficiles à passer. Et souvent, je vais brûler un cierge et je demande grâce ou moins de souffrance à des personnes qui souffrent. Vous êtes généreuse. Alors, j'en reçois un petit SMS très intéressant. Oui. De la part de Philippe qui dit un chirurgien et un prêtre à côté, peut-être aviez-vous besoin d'être réparé. Ah, c'est gentil. Ah oui. Ben oui, mais en tout cas là c'est un accident mécanique, mais c'est surtout parce que c'est très aimable en tout cas, c'est bien vu, mais en plus, je trouve qu'avec ce mois un petit peu gris, tout le monde est un petit peu... Oh, c'est vrai, c'est vrai. Bien. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Autour de moi, alors que moi je suis une grosse rigolote, et donc j'essaye toujours de détendre. J'ai eu quelques jours d'arrêt et mes collègues m'ont dit reviens parce que c'est tristos dans le bureau. Alors, qu'est-ce que vous faites, Fabiola ? Oh, moi, je suis dans un métier extrêmement difficile parce que je travaille pour une grosse industrie française, mais qui produit à l'étranger. On a des heures pas possibles. Ah. Et justement, moi, j'aime toujours prendre le contre-pied de la vie. C'est-à-dire, quand on a une vie difficile, il faut s'égayer. Quand on vit seul, il faut sortir pour voir des gens. Parce que, encore une fois, pour moi, l'amour, moi, je crois que je suis pas faite pour le mariage. Je suis désolée pour tous ceux qui écoutent. Mais pas du tout. Mais je ne suis pas contre pour les autres, mais moi je crois que c'est pas pour vous. Ouais. Oui. Ça vous a pas plu. Pour vous, ça vous a pas plu. Ben disons que j'ai peur de m'ennuyer très vite. Alors que on a des amis. Moi j'ai plein de copines avec qui on rigole, on sort, enfin quand on peut parce que c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas on s'appelle et si on se voit pas pendant 2-3 mois, il y a l'amitié qui est là, c'est sincère, c'est sain. Voilà, vous êtes formidable, Fabiola. Je pense que non, vous pensez juste, vous pensez avec beaucoup de générosité et puis de justesse. Voilà, et puis je me dis que même s'il y a des fois des petits coups de blues parce qu'on n'est que des humains, c'est pas grave parce que d'abord ça fait partie de la vie, comme la souffrance fait partie de la vie, comme l'amour fait partie de la vie. Mais en attendant, il y a toujours des choses, un petit coup de fil à quelqu'un en disant, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je pense bien à toi et je t'embrasse très fort. Et ça c'est de l'amour aussi pour moi. Tout à fait, vous avez raison et surtout ça fait du bien à l'autre. Et ça fait du bien. Alors, je voulais lancer cette petite idée aussi à tous ceux qui vivent seuls et qui passent pas des moments très c'est un très joli message. Je vous remercie. Voilà. Je vous remercie pour tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous, Fabiola. Et puis, j'espère à très vite, parce que vous êtes un vrai rayon de soleil et on en a bien besoin en ce moment. À très bientôt. Je vais écouter vos conseils. À bientôt. Au revoir, Caroline. Au revoir. Merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. C'était Vanessa Paradis, la scène. Et nous allons maintenant accueillir Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Bien, comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Mais bon, si j'appelle, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je suis en couple avec quelqu'un, donc une fille depuis 2 ans. Oui. Et en fait, on se plaît énormément. On a pas mal de complicité, je dirais.
personnellement, j'éprouve beaucoup d'amour pour elle. Et je pense qu'elle aussi, puisque on est arrivé à des moments de rupture ou de quasi-rupture où, à cause du problème que je vais évoquer, justement, on a eu des moments de tension. Et à ces moments-là, elle exprimait vraiment un désarroi. Je voyais bien qu'elle était extrêmement malheureuse. Et pourtant, le problème est justement que elle n'exprime pas de sentiments. Elle n'exprime pas de sentiments. Voilà. Et elle n'exprime pas de désir non plus. Et de désir, quel genre de désir? Désir physique ou j'ai envie d'une glace? Oui, désir physique, D'accord. Tout simplement. Alors qu'au début de la relation, je dirais pendant les premières semaines, j'ai pas perçu j'avais déjà perçu qu'elle n'exprimait pas de choses oralement. Elle disait pas grand-chose. Elle me semblait très réservée. Moi, j'ai pris ça pour de la timidité. Oui, exactement, de la timidité. Mais ça perdure et 2 ans après, ça pose un problème dans le sens où pour moi ça relève d'un manque d'affection. Tout ça. Enfin, je veux dire, de mon côté, je le ressens comme tel, quelque part malgré moi, parce que consciemment, je suis capable d'analyser le fait que on est peut-être tous différents et qu'elle est peut-être pour des raisons quelconques incapable de les exprimer. Vous lui avez dit ça? Oui. Et qu'est-ce qu'elle répond? Ah oui, c'est comme ça. Dans la famille, on n'exprime pas grand-chose. Et voilà, elle se rend compte que c'est un problème. Elle vous dit, dans la famille, on n'exprime pas grand-chose. La famille, la sienne. Oui. Donc elle vous explique en fait qu'on ne lui a pas appris à dire des mots d'amour. Oui, absolument. Ouais. Et qu'est-ce que vous lui répondez? Que je comprends. Ouais. Je connais ses 2 parents. J'ai vu qu'effectivement, c'est pas. Il n'était pas très bavard. Mais en même temps, j'essaie de lui dire que c'est peut-être pas. Elle en a beaucoup souffert, enfant. Justement, quand on a discuté, ça nous arrive de parler de ses relations avec ses parents. Elle exprime cette souffrance à cause d'un manque justement d'expression d'amour et du coup je lui dis justement peut-être ce serait bien de l'exprimer parce que justement ça aide énormément. Je pense que autant ça m'aiderait moi, autant ça l'aiderait elle, je pense. Oui, vous avez tout à fait raison, ça vous aiderait vous. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? C'est moins besoin d'entendre que c'est pas spécialement les mots qui manquent parce que je suis capable de ressentir des sentiments de la part de quelqu'un qui va pas forcément les exprimer verbalement, mais il n'y a pas d'expression physique non plus. Elle n'est pas câline, il n'y a pas de geste tendre. Voilà, il n'y a pas d'élan. Moi, parfois, je lui dis, mais il n'y a pas de passion, il n'y a pas de. Ouais. Alors en fait, ce que vous décrivez, c'est non pas une forme d'indifférence parce que elle est avec vous. Vous dites, on se plaît beaucoup et on a une grande complicité. Moi, je voudrais savoir, cette complicité, elle se traduit à quel moment si elle ne vous parle pas et si elle ne va pas vers vous? Qu'est-ce que vous appelez complicité? Alors, justement, elle me parle, mais elle ne me parle pas de ses sentiments. Donc, elle me parle de choses opérationnelles. On coopère très très bien. Coopérer, c'est-à-dire que vous êtes d'accord pour aller voir le même film, vous êtes d'accord pour regarder le même programme. Voilà. Et justement, on s'est fait la réflexion plusieurs fois que on s'entend très 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 bien. C'est-à-dire qu'il y a des choses parfois compliquées à faire, ou vous savez, ou parfois dans les couples, pour des petites choses, on peut avoir une tension qui gagne et puis et qui rend finalement la complicité beaucoup moins évidente. Mais non, entre elle et moi, c'est vraiment une bonne complicité. Il y a vraiment une entente. On sent qu'on est sur la même longueur d'onde sur beaucoup de choses.
C'est juste dans le domaine affectif. Ouais, Elle ne exactement. Voilà, Ouais, elle ne c'est vraiment ça. dit pas des mots tendres et elle n'a pas non plus de gestes tendres. Alors, est-ce que vous en avez vis-à-vis d'elle? Ben oui, Quand ça se passe, qu'est-ce qu'elle vous dit? elle est touchée. À quoi vous le voyez, puisqu'elle ne parle pas? Par exemple, des fois, il m'arrive quand je pars avant elle le matin, par exemple, Oui, je lui laisse un petit mot. oui. Et elle va me dire, quand on se revoit, alors c'est pas spontanément dès qu'on se revoit, mais à un moment donné, peut-être le jour d'après, elle va me dire, c'est souvent, enfin même pas, non, c'est moi, peut-être je vais lui dire, tu l'as eu mon mot, parce que justement... Vous attendez? Ouais, ben, voilà, Bien sûr, mais je comprends. Hein. Et elle m'a dit oui, ça m'a touché. Et en fait, elle m'a dit un jour qu'elle les gardait, ces petits mots, qu'elle les conservait. Voilà, donc ça m'a touché dans le sens. Mais, Alors voilà, j'ai une idée, Jacques, j'ai une idée. Vous dites que elle lit vos mots, elle les garde. Ouais. Vous savez ce par quoi vous pourriez commencer, parce que ça s'est déjà vu, ça fonctionne assez bien comme ça. Vous laissez un mot, vous lui demandez de vous répondre sur la même feuille par un autre petit mot. Par écrit donc. Ouais. Et puis vous échangez comme ça, non pas verbalement, mais juste par écrit. Par écrit, quelquefois, c'est plus facile. D'abord parce qu'on peut différer la réponse, et ensuite parce qu'on n'est pas là quand l'autre la lit, et ensuite parce que c'est quelquefois plus facile, justement parce que on n'est pas en face de l'autre pendant qu'on écrit. Donc ça aide. Vous lui proposez, vous lui dites, voilà, je te laisse un mot ce matin, et puis toi tu me réponds un petit quelque chose, pas une lettre, etc., avec toute une diatribe. Hein. Toi tu me réponds un petit quelque chose, juste une phrase, et moi je t'en mets une autre derrière. Alors, je vais faire l'aveu, j'ai déjà essayé ça. Ah. Et en fait, elle est un peu bloquée parce qu'elle dit qu'elle ne sait pas exprimer les choses comme moi je les exprime, etc. Puis même, non mais c'est pas un concours. Vous dites que c'est pas un concours. Justement, c'est ce que je lui dis, et bon... Mais même, vous savez, de nos jours, même en couple, des fois on communique par email parce qu'on s'écrit chacun sur son lieu de travail. Bon. Et là, c'est pareil. Des fois, je lui dis, je lui exprime un sentiment. Là, je dis, et toi, il n'y a pas de retour en général. Bon, alors un SMS. SMS, c'est plus facile que mail. Oui. Ouais. Mais j'ai bien peur que ce soit un peu en vain parce que... Essayez, forcez le passage avec les SMS. 1 SMS, 2 SMS, 10 SMS, vous allez avoir une réponse. Et alors, vous ne lâchez pas. Mais justement, j'ai peur de me suffoquer. Parce que des fois, quand on évoque ce sujet, parce qu'on l'a évoqué, comme j'ai dit, il y a eu des moments de tension entre nous à cause de ça, où je lui dis, mais ça va pas. Enfin, moi, je souffre de ça. Et elle me répond, si t'es pas heureux, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Moi, je peux pas changer. Enfin voilà, bref. Alors, vous avez dit que pour elle, c'est une souffrance. Est-ce que vous ne pourriez... Pour elle aussi, hein, vous avez dit que le fait qu'elle en parle, le fait de ne pas avoir eu comme ça de gestes ou de mots d'amour de la part de ses parents, elle en a parlé et elle dit que c'était douloureux. Si j'ai bien entendu ce que... Oui, que ça l'a amené justement à se fermer comme une huître. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pourriez lui dire, peut-être vous lui avez déjà dit, pour moi c'est important. Pour moi c'est important. Il y a des mots que j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin de les entendre parce que sinon, le fait de ne pas les dire, le fait de ne pas avoir d'élan, d'attirance, je vais finir par penser que tu ne m'aimes pas. Alors j'ai bien compris que tu n'étais pas expansive, je ne te demande pas de le devenir, mais un mot, tu m'aimes, oui ou non. Voilà, oui ou non, c'est simple. Mais ouais. Alors ça, quand je fais ça, elle répond mais oui. Elle répond mais oui. Ah bah alors, on est content. Elle a dit l'essentiel. Jacques, si vous voulez bien, on va s'interrompre quelques instants. Surtout, vous ne raccrochez pas et moi je vous retrouve tout de suite, après le journal. Donc vous restez avec nous. D'accord. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le journal avec Antonin Amado.
est un peu plus de minuit, c'est une heure propice pour se confier, se raconter, une heure aussi où quelquefois les questions qu'on a évité de se poser pendant toute la journée se font plus pressantes. Ça tombe bien parce que je vous le rappelle, c'est une libre antenne, 39 21, notre numéro d'appel. Je suis à votre écoute, on parle de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Et puis si une difficulté particulière vous perturbe un peu plus en ce moment, n'hésitez pas. On peut dérouler ensemble la plotte, on cherche des débuts de solutions. 39-21 donc pour passer directement avec moi à l'antenne, mais vous pouvez aussi réagir par SMS. 739-21 en commençant par le mot nuit. Et puis vous pouvez toujours nous adresser vos mails sur notre site europe1.fr en cherchant la rubrique Libre Antenne. Alors un peu avant le journal, nous étions avec Jacques qui nous racontait son histoire, c'est-à-dire qu'il est avec une jeune femme depuis maintenant plus de 2 ans et tout se passe bien, si ce n'est que cette jeune femme n'exprime pas du tout ses sentiments, a du mal à dire ce qu'elle éprouve, en tout cas envers lui. J'ai bien résumé la situation, Jacques? Oui. Oui, vous êtes toujours là, donc voilà. En fait, c'est moins un problème de... Bon, c'est vrai que... Mais attendez, avant le journal, vous nous avez quand même dit quelque chose d'important, c'est à savoir que quand vous lui posez la question « tu m'aimes, oui ou non ?», elle répond « oui ». C'est-à-dire que l'essentiel est dit. Alors, je voudrais aussi que vous sachiez que enfin, ça s'est déchaîné pour vous du côté des SMS. Et, eh ben oui, voilà, c'est le but. Et je vous les donne. Apprivoisez-la, dit Prune. Et puis, en amour, devinez ses pensées un peu plus fort que le cœur. Ce n'est pas évident, mais c'est déjà un langage en soi. Nous dit Eridan. Je pense qu'elle est très pudique, mais sensible. Vous dit Lisa. Et puis, un message un peu plus sibyllin. L'inhibition est un animal sauvage qui fuit devant un pseudo-prédateur. Il faut élaborer analytiquement et l'apprivoiser comportementalement. Voilà. En mots clairs, peut-être ne pas l'assaillir. Je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine que... Justement, c'est ce que j'évite de faire, c'est-à-dire que quand on évoque le sujet, ça arrive peut-être une fois par mois. Ouais. On peut pas dire que ça relève du harcèlement, mais c'est vrai qu'à la longue... Non, vous êtes délicat. Oui, parce que je comprends son problème quelque part, mais on trouve pas la solution. Alors, elle est assez expressive. Parfois, c'est arrivé, je pense, 2-3 fois au cours des 2 années, où elle a pu vraiment dire certaines choses, mais c'est quand on était en état de crise, c'est-à-dire où je commençais à mettre les cartes sur table et dire, bon, moi, vivre avec quelqu'un qui n'exprime rien et qui... En fait, elle exprime les choses seulement si on les réclame, mais il n'y a jamais rien de spontané. Mais la spontanéité, c'est ce qui vous manque. Oui, voilà. C'est ce qui vous manque. De temps en temps, un moment d'élan de sa part, de venir vers moi, et ça n'arrive jamais. Ouais. Et donc, elle a conscience du problème, et je pense que dans ses relations antérieures, elles n'ont pas été, on va dire, fructueuses, du moins n'ont pas été comme elle voulait non plus, parce que je pense qu'elle a eu ce problème avec d'autres aussi, d'après ce qu'elle m'a dit. Oui, c'est-à-dire qu'elle est consciente. En même temps, ce que vous dites est important, c'est-à-dire que quand d'un seul coup elle a la sensation qu'elle va vous perdre, à ce moment-là, elle fait le nécessaire. Elle ne fait pas le nécessaire. Elle vous parle en tout cas. Elle se met à parler, oui. Petitement, on va dire, mais bon. Bon, alors, autre question importante, mais un tout petit peu plus intime, justement, les rapports intimes. Je dirais rituelesque, un petit peu laborieuse. Non, mais je veux dire, elle ne manifeste pas d'aversion, de refus, voilà. Non, mais bon, par contre, il y a quelques petits soucis, on va dire, Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est parfois compliqué. C'est parfois compliqué. Alors justement, elle a consulté. Elle a compris que le problème était vraiment là et elle a consulté des... Bon, elle est elle-même psychologue de formation, mais bon, ça va pas forcément dire grand-chose. Mais elle pratique pas, mais bon, elle est allée voir psychologue,
psychiatre, sexologue. Dernièrement, elle est allée voir un homéopathe qui travaille aussi un peu dans ces domaines-là. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est, voilà, je me sens déconnecté de mon corps. Je me sens déconnecté parce que je pense qu'elle a eu, dans le passé, comment dire... un traumatisme. Non, mais peut-être, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était... elle a connu une période où elle était, ce que j'appelle entre guillemets, normale. C'est-à-dire où elle arrivait à éprouver de l'élan, de la passion, etc. Et ça s'est arrêté. Alors peut-être qu'elle a subi un choc dont elle ne vous a pas parlé, dont elle n'ose peut-être pas encore vous parler, parce que même si on est complice, vous savez, 2 ans, ça n'est pas si long. Avant de se livrer, il faut pouvoir savoir si on peut faire confiance. Mais même avec moi, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, le premier mois, elle était plutôt... en tout cas, sur le plan physique, on va dire, elle était expressive. Oui, et là, ça s'est ralenti. Écoutez, je crois qu'il va falloir vous armer de patience. Et puis dites-lui, parce que c'est important pour vous, que vous avez besoin d'entendre certaines choses. Il ne s'agit pas de la presser de questions. Dites-lui, moi, j'ai besoin d'entendre, j'ai besoin de savoir que la femme avec laquelle je vis, éventuellement, si c'est le cas, ressent les mêmes choses que moi. Alors, je ne te demande pas de m'en parler tout le temps, mais en tout cas, de me le faire comprendre. Je reçois d'ailleurs un petit SMS de la part d'Améthyste qui dit « Il est important de dire à la personne qu'on aime qu'on a besoin d'entendre et de ressentir l'amour qu'elle a pour nous. » Voilà. Et vous lui dites, tout le monde a besoin d'amour et moi j'en ai besoin exactement comme les autres. Et si tu ne me le dis pas, si je me sens pas aimée, pas désirée, eh bien je vais finir par penser que je ne t'intéresse pas. Et ça serait dommage. Ça serait dommage pour nous deux. Donc, j'ai compris que c'était difficile pour toi. Éventuellement conseiller-lui de retourner voir un thérapeute, parce que vous savez, parler, ça s'apprend. Ressentir, moi, je crois qu'elle ressent, mais elle a un blocage. Un blocage. Et vous n'êtes pas thérapeute, et ça n'est pas votre rôle. Mais par contre... voilà. Mais par contre, si maintenant vous êtes l'homme avec lequel elle vit, vous n'êtes pas, ça ne veut pas dire que vous soyez son thérapeute. En revanche, si vous voulez qu'elle vous parle d'elle, parlez-lui de vous. C'est comme ça que vous allez l'amener à se confier. D'accord. C'est-à-dire, ne la pressez pas de questions sur sa vie à elle, mais parlez-lui vous. De qui vous êtes, de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vécu et de ce que vous éprouvez. Parce que parler de soi, c'est faire confiance à l'autre, c'est donner une marque de confiance. Et si elle sent que vous lui faites confiance, elle aura tendance à vous faire confiance aussi. Voilà. Écoutez, en tout cas, soyez patient parce que vous vous aimez, visiblement. Un blocage, ça se lève. C'est vrai qu'il faut de la patience, du temps. C'est pas très marrant comme conseil, mais il est très évident en même temps. Et puis, vous avez bien compris que cette jeune femme tient à vous. Alors, après tout, l'essentiel est là. Oui, je suis d'accord. Ouais. À très bientôt, Jacques. Et merci vraiment beaucoup de cet appel. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Walk on the Wild Side. Et on continue avec Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Alors vous avez 35 ans et vous avez l'impression que votre compagnon et vous-même êtes dans une impasse. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, tout à fait. Mais en fait, voilà, il se passe en fait en ce moment et depuis quelque temps, il s'est mis à boire. Oui. Beaucoup et c'est devenu problématique dans notre couple, dans notre vie de couple, dans notre vie. Ça a pris beaucoup d'ampleur au niveau de ses activités. J'ai l'impression que c'est devenu le but ultime
pour décompresser, sa manière à lui de s'échapper en fait de la réalité. Et j'ai du mal à accepter. Mais vous avez raison. Quelle est cette réalité qu'il pourrait fuir ? Alors, la réalité, je pense qu'il essaye de fuir, c'est... En fait, on s'est connus très jeunes, donc je pense qu'il a... déjà, on s'est mis ensemble assez jeunes, on a formé une famille, fondé une famille, on a 2 enfants, tout ça assez jeunes. On est des gens sérieux, on va dire, jusqu'à présent. Oui. Et il s'est lancé dans un projet professionnel qui mène super bien. Il a monté sa boîte, ça marche assez bien, enfin même très bien. Enfin, il a vraiment tout pour être heureux. Donc c'est vrai que, mais je pense que ça lui pèse. Ça lui pèse d'avoir les soucis de patron. Ça lui pèse de peut-être d'avoir des enfants qui grandissent, de devoir assumer, il assume très bien, mais je pense que c'est une manière aussi un peu d'échapper, de retomber un peu en adolescence. Et en fait, il me fait souffrir. Bien sûr. En faisant tout ça. Est-ce qu'il n'aurait tout simplement pas peur de vieillir ? Voilà, ça c'est sûr que je pense qu'arriver, bientôt 40 ans... Ce qui est très jeune, en plus. Oui, mais je pense que c'est une sorte de crise de la quarantaine, mais ce qu'il y a, c'est que ça va toujours un peu plus loin dans la beuverie, quoi, et ça me fait peur. Alors, quand est-ce qu'il a commencé à boire ? De quelle manière ça s'est passé ? Mais je l'ai toujours connu plus ou moins fêtard. Donc, voilà. Là, pour moi, ça a pris beaucoup d'ampleur et c'est devenu problématique depuis 3 ans à peu près. Oui. 3 ans, et ça en est arrivé à des points où même des fois il rentre pas à la maison, il découche, je ne peux même pas le joindre sur son téléphone, il me répond pas, je sais pas ce qu'il fait, enfin voilà, donc à côté de ça, je peux imaginer tout et n'importe quoi, et c'est ce qui arrive, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans ? Est-ce que vous avez noté quelque chose de particulier ? C'est la période où il s'est mis à son compte. Moi, j'ai perdu mon papa qui était assez jeune, il y a 4 ans, donc c'est vrai qu'il m'a beaucoup épaulée. J'ai été assez dévastée, on va dire, à cette époque-là. Ça a été assez dur parce que ça a été un choc. Il est parti très vite d'une grave maladie, donc voilà. Il a été là, il a fait face. Moi, je suis l'aînée de 3 filles, on est 3 filles, donc il était là pour mes sœurs. C'est vrai que voilà. Il vous a pris en charge. Il nous a pris en charge, ma mère, mes sœurs. C'est vrai qu'il était là, il a été l'homme de la situation, on va dire, pour nous, pour les filles. Et voilà, donc il y a eu ça, il y a eu le fait qu'il se mette à son compte. Et là, il y a 1 an, sa mère, on a appris que c'était la pauvre elle qui était aussi malade. Et, donc en fait, voilà. Pas très. A priori. Il a du mal à assurer. Oui. Il a du mal à assurer d'un seul coup, tout ça lui pèse. Oui. Mais c'est vrai que là, si vous voulez, j'en vois pas l'issue moi non plus, parce que je me dis que c'est pas. Il est en train au contraire de tout détruire, parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Je lui mets des ultimatums en lui disant que je veux pas non plus qu'il devienne un saint, mais voilà. Qu'est-ce qu'il s'est mis à boire ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il boit ? Du rhum. Des alcools forts. Ouais, mais il commence à l'apéritif. Comment ? À quelle heure il commence ? Oui. Bon, c'est pas non plus tous les jours. Mais bon, oui, pastis. Toutes les. Oui, dès qu'il y a la possibilité, dès qu'il y a une occasion. Écoutez, il faut d'abord avoir en tête la chose suivante. L'alcoolisme est une maladie. Il est malade. Il ne peut pas arrêter tout seul, même s'il le voulait. Vouloir n'est pas pouvoir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un problème, c'est une pathologie, et que ça relève du domaine médical.
Ouais. Et que vous aurez beau lui poser des ultimatums en disant je veux que tu arrêtes de boire, il n'est pas capable d'arrêter aujourd'hui tout seul, surtout si vous dites que ça prend des proportions. Ouais, Alors, ouais. je pense que peut-être, mais vous l'avez peut-être aussi déjà fait, il faudrait l'amener à aller consulter. D'abord pour éventuellement un problème simple, faire des analyses, puisqu'il boit beaucoup, surveiller son taux de je sais pas quoi, moi. Est-ce que vous avez un médecin de famille? Oui, enfin, oui. Oui. Ouais. Non, pas plus que ça? Non, pas plus que ça. Bon, écoutez, en tout cas, ce qui serait bien, c'est que vous preniez rendez-vous chez le médecin en disant que vous êtes inquiète pour sa santé et vous l'accompagnez chez le médecin. Et puis, vous le laissez seul un moment et ensuite vous demandez à être avec lui et vous dites au médecin que vous faites du souci parce que pour sa santé, que il a un problème avec l'alcool, que c'est difficile pour vous d'en parler avec lui, que vous avez conscience du fait que c'est une maladie et que toute seule vous n'y arrivez pas, mais voilà quels sont les faits et que vous ne savez pas comment faire. C'est important que lui réalise que ça doit être médicalisé. Et après, vous le laissez. Après, vous le laissez et sans doute le médecin va lui proposer des médicaments qui peuvent l'aider à arrêter. Mais vous, toute seule, vous ne pouvez pas. Non, puis surtout que je pense qu'il en a conscience. Enfin, il voit qu'il va trop loin et que ça prend, voilà, du coup, il y a plein de choses qui découlent de ça. Il me ment. Enfin, il y a plein de choses. Donc, il en est conscient. Et puis des fois, enfin, quand ça on arrive à qu'on en est sur le point de se séparer. Il me dit oui, je sais pas pourquoi je vais aussi loin. C'est vrai que voilà, il prend conscience, mais d'un autre côté, il trouve. Enfin, je pense que il en a conscience sans en avoir conscience. C'est aussi pour lui une sorte de loisir, voilà, comme un loisir, comme quelqu'un qui fait du sport. Oui, sauf que ça n'est pas un loisir. Ça n'est pas un loisir, c'est une maladie. Et c'est ça qu'il n'a pas réalisé. Parce que précisément, c'est une fuite et que, comme vous dites, il a envie, il a l'impression que comme ça, il échappe à cette pression qu'au fond, au fond, il a dû se mettre. Alors, il faut lui dire, c'est grave. Ce qui nous arrive est grave et seul un médecin peut nous aider. Alors moi, je suis inquiète pour toi parce que tu ne peux pas boire comme ça sans qu'il y ait des conséquences physiques. Donc on va prendre rendez-vous chez un médecin, qu'il te fasse faire tout un petit bilan et que tu saches exactement où tu en es et où tu mets les pieds parce que on se dirige gentiment vers des troubles physiques importants. Forcément, hein, vous le savez, ça c'est né... ça n'est un secret pour personne. Vous demandez à l'accompagner en lui disant je t'accompagne parce que c'est important, même si tu es pas d'accord. De toute façon, je vais pas aller avec toi tout le temps, mais juste quelques minutes, j'ai besoin de parler au médecin, mais je ne parlerai pas autrement qu'en ta présence. Ouais. Mais le problème aussi, enfin, il y a aussi le problème de l'entourage. Et c'est vrai il s'est entouré de personnes, du coup, qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas d'enfants pour la plupart, et qui boivent, qui sont des joyeux fêtards. Et c'est vrai il a beaucoup de gens qui gravitent autour de lui et qui l'incitent, à faire des apéros qui traînent, à sortir dans les bars, dans les boîtes, enfin voilà. Oui. Et c'est vrai que vous n'êtes pas aidée. Non, voilà. J'entends bien que vous n'êtes pas aidée. En même temps, Vanessa, s'il décide d'arrêter, s'il fait ce qu'il faut pour arrêter, il va cesser tout seul de voir ces gens-là. Et c'est le premier conseil que lui donnera le médecin, c'est-à-dire de ne pas se mettre en situation. Et ne pas se mettre en situation, ça veut dire arrêter de les fréquenter. J'ai l'impression que c'est ce qu'il veut aussi. Si vous voulez, je sais que de toute façon, voilà, il faut un moment qu'il prenne conscience mais j'ai l'impression que il veut pas. Il cherche ça. Il cherche. Il rentre pas. Là, par exemple, il n'est pas rentré. Il devait juste passer 5 minutes chez un copain et voilà. C'est pour ça que ça traîne. Il va rentrer dans un état pas possible. Il va arriver demain matin à son travail. Il foire tout, quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherche
Et le médecin à qui il faudrait que je l'emmène, j'ai peur il faut que ce soit un magicien. Oui, bien sûr. Là, sûr. pour l'instant, c'est vraiment. Alors, petite question que je reçois par SMS, comment réagissent vos enfants? Les enfants, ils sont formidables, je dirais, parce que ils me soutiennent. Bon, ils ont parlé à leur père? Oui, le plus petit, oui, oui, il a dit tu vois bien que maman elle pleure, voilà quoi. Il est malheureux quand il voit. C'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, donc il est malheureux de ça, mais il continue. Écoutez, il en est malheureux, donc il en a conscience. Vous avez raison quand il dit que très certainement il fuit une réalité. C'est pas une réalité, c'est une pression. Il a eu à un moment donné une pression trop forte, et finalement la bouteille, ça aide à se soulager. Mais là, ce que je me dis et ce que j'essaye de lui dire et de lui faire comprendre jour après jour, c'est que c'est pire parce que maintenant, on a tout pour être heureux. On pourrait au contraire maintenant penser à nous. Il n'y a pas de gros soucis et c'est dommage. Du coup, voilà, c'est. Qu'est-ce qu'il vous répond? Sombrer tous les deux. Qu'est-ce qu'il vous répond quand vous lui dites ça? Rien. En général, rien. Il reste silencieux. Il est alors que. Non, mais je lui demande d'exprimer ce qu'il ressent, de me dire, mais je lui dis tout ça, ce que lui en pense. Il est malheureux, voilà ce qu'il me dit. Je suis malheureux. Je vois bien que je te rends malheureux. Pourquoi ne pas essayer la thérapie de couple? Oui. Ça vous permet de dire des choses, lui aussi d'en dire, mais face à un tiers. Et puis surtout, le thérapeute lui dira la même chose que moi, c'est-à-dire qu'il met non seulement votre couple, mais aussi sa santé en danger, et qu'il est urgent pour lui de se soigner. Encore une fois, c'est une maladie. S'alcooliser à ce point-là, c'est une maladie. C'est une maladie, ça veut dire que ça relève du domaine médical et qu'un médecin peut vous aider. Parce qu'il y a des conséquences physiques très graves. Sa santé peut se dégrader. On a du mal à tenir comme ça pendant plusieurs années. Non, mais c'est sûr. Mais ce que je compare des fois un peu ça, c'est pas du tout, mais un peu à la dépendance de la cigarette. C'est-à-dire, un jour j'arrêterai. J'ai l'impression que c'est dans sa tête. Voilà, je vais pas de toute façon boire comme ça toute ma vie. Mais ça dure, et pour l'instant, c'est comme ça. Oui, sauf que la cigarette n'a pas de conséquences sur le comportement, encore très peu. L'alcool, lui, parce que ça amène un changement de comportement. Tout à fait. Oui, quand il me répond pas à 2h du matin, que je pleure au téléphone sur son répondeur, juste pour qu'au moins il me dise que tout va bien. Le lendemain, quand il l'écoute, je pense que il voit qu'il change. Écoutez, ce qui est intéressant dans le fait d'aller voir un médecin, c'est que vous êtes en train de l'aider au lieu de l'accabler. C'est toute la différence. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est lui, vous ne le voit pas comme ça, parce que quand je lui dis non, mais c'est vous qui le prenez en charge. Il me dit, mais t'en rajoutes, c'est pas à ce point-là quand même. Si, c'est à ce point-là. Il faut lui dire, si, c'est à ce point-là. Et vous pouvez lui dire, tu m'as aidé à un certain moment, j'ai eu besoin de toi, je me suis trouvée très démunie. Hier, justement, Je me suis trouvée très démunie. Si tu veux bien, maintenant, là, pendant quelque temps, c'est à moi de te prendre en charge. Alors, tu vas m'écouter et on va ensemble aller voir un médecin. Justement, on a discuté de ça hier et aujourd'hui, il me fuit. Ouais, alors... Je lui ai dit hier, voilà, tu as été là pour moi, je veux être là pour toi. Laisse-moi au moins pouvoir t'aider. J'ai l'impression de servir à rien. Prenez rendez-vous chez le médecin, Vanessa. Mais alors, prenez rendez-vous chez le médecin, pas le soir, pas à l'heure de l'apéro. Prenez rendez-vous soit à l'heure du déjeuner, ou à un moment où vous êtes sûr qu'il n'a pas pris d'alcool. Il faut qu'il soit conscient et qu'il soit lucide quand il y aille. D'accord? Parce que sinon, il va pas très bien se rendre compte de ce qui est en train de se dire. Et la gravité de la situation va lui échapper. Et vous lui dites, si je vais voir un médecin, c'est parce que c'est grave. Et ça ne sert à rien de dire que ça ne l'est pas. Ne lâchez pas, en tout cas. Ça vaut la peine d'insister. Pour vous, pour lui, pour votre famille. Il ne faut pas lâcher. Mais proposez-lui justement votre aide. Dites-lui que c'est à votre tour de le prendre en charge et que seul un médecin peut vous aider. Et puis pensez à la thérapie de couple parce que il a peut-être aussi besoin d'exprimer des choses, cet homme-là.
Hein ? Très certainement, oui. Et puis la thérapie de couple, ça peut l'amener à aller voir tout simplement un psy lui tout seul, et ça aussi, ça aide. Et des fois, oui, c'est ce que j'aimerais. J'essaye de lui faire comprendre ce genre de choses, de lui dire que peut-être si on se faisait aider aussi par un tiers. Alors prenez des rendez-vous partout. Ouais. Ne lui demandez pas son avis, allez-y. Prenez le taureau par les cornes en disant maintenant, je te sens démissionnaire, c'est à moi de prendre le relais. Laisse-moi essayer au moins pour un temps. Bonne chance. Merci. Mais je sais que c'est difficile. C'est difficile, oui. C'est difficile. Il faut beaucoup de patience. Ouais. Bonne chance à vous. Ne lâchez pas. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et tout de suite Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline, pardon. Bien, alors racontez-nous, qu'est-ce qui se passe ? Bien, oui, il se passe que je vis seule depuis plusieurs années. Oui. Et j'ai vécu un divorce très douloureux. En même temps, j'ai vécu un deuil. Oui. Et à la suite de ça, à la suite du divorce, mon ex-mari m'a complètement ignorée, quoi. J'ai eu plus du tout de nouvelles de lui, plus rien. J'aurais aimé, comme j'ai vécu un deuil en même temps, qu'il soit quand même un petit peu plus respectueux vis-à-vis de moi, quoi. Alors, combien de temps avez-vous été mariés ? 10 ans. 10 ans ? D'accord. Et pourquoi vous êtes-vous séparés ? À cause d'une autre femme. C'est lui qui est parti. Voilà. Disons que oui, c'est moi qui, à l'époque, il a été pris en adultère parce que moi, je travaillais dans une boutique, puis j'avais une cliente qui était avocate, qui me l'a conseillé. Parce que moi, je vivais très mal, lui découcher, je vivais mal mon deuil. Et pour essayer de m'en sortir, puis pour essayer de lui faire comprendre, prendre une décision, il était pris en adultère à l'époque. Oui. Et donc, à la suite de ça, j'ai continué de travailler, j'ai continué... je voyais souvent la personne avec qui il était, parce que ça n'a été que mensonge, leur histoire. Mais elle l'a quand même accepté. Et au hasard des rues, je la croisais, elle avait toujours un regard très... elle était hautaine vis-à-vis de moi, elle était toujours un regard assez fort, quoi. Elle me dévisageait, mais je ne disais jamais rien. Et un jour, j'étais avec une amie, elle savait que j'étais divorcée, elle me dit, tu connais cette personne ? Je lui explique après, mais elle me dit, mais c'est pas possible. Elle m'a dit, tu as vu le regard, comme elle, et sans arrêt comme ça. Alors moi, j'ai toujours vécu, je passais mon chemin, je disais rien, mais quelquefois, elle n'attendait que j'aille peut-être vers elle, je ne sais pas, mais je ne l'ai jamais fait. Et les années sont passées, mais quelque part, mes amis me disent, tu n'as pas tourné une page, tu n'as pas, et effectivement, il est possible que j'ai raté des occasions de refaire une vie. Parce que je vivais toujours un petit peu dans cette souffrance, quoi. Mais je lui reproche surtout, c'est d'avoir été vraiment irrespectueux vis-à-vis de moi, quoi. Oui. J'aurais aimé simplement, parce que avoir un petit mot de réconfort, quelque chose comme ça, parce que du jour au lendemain, ça a complètement été terminé. Mais oui, mais c'est souvent le cas dans les divorces. Oui. Généralement, un divorce, surtout s'il a été pris en flagrant délit d'adultère, ça ne se résout pas bien. Oui, mais à l'époque, on m'a raconté la personne avec qui il était, qui est toujours, lui a fait une scène pas possible, et lui, au contraire, me défendait. Et quand on m'a donné la suite de tout ça, de cet adultère à l'époque, la personne en question m'avait dit, votre mari vous reviendra. Oui. J'ai vécu peut-être aussi avec cette image-là. Et donc, cette idée-là, je veux dire. Et donc, les années sont passées, mais enfin, je vivais quand même. Je sortais, je travaillais, je vivais. J'avais des souffrances, certainement. Et du fait que je croisais cette personne, et toujours un air assez arrogant vis-à-vis de moi, assez provocateur. Oui, mais ça, je n'ai jamais répondu, jamais. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Mais ce que j'ai du mal à entendre, c'est, il y a combien de temps maintenant que vous avez divorcé ? C'était 25 ans. 25 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans ? Vous avez vécu seule ? Oui. Ouais. Ah oui, j'ai rencontré d'autres personnes, mais j'ai vécu toujours toute seule. D'accord. Et vous avez été mariée 10 ans. Vous aviez quel âge quand vous avez divorcé ? Alors, attendez, j'avais 28...
38 ans. 38 ans. Mmh. D'accord. Et quand vous lui avez dit, enfin bon, quand il s'est trouvé pris, bien sûr, pour adultère, il n'a pas essayé de vous dire, je vais arrêter. Ah non, après ça a été terminé. Ce n'était que entre, notre histoire s'est terminée entre son avocat et le mien, quoi. Ouais, voilà. Ah non, jamais il a essayé de me téléphoner, jamais il a essayé. Non. J'ai toujours eu des personnes, qui ont été très très aimables à l'époque vis-à-vis de moi, mais qui servaient d'interlocuteur, quoi. Ouais, d'intermédiaire. D'intermédiaire, tout à fait. D'accord. Mmh. Et vous-même n'avez jamais essayé de reprendre le contact avec lui? Non. Ouais, c'est peut-être tout. Ouais. Et il aurait été seul, peut-être. Mais avec la personne que je connaissais, déjà, je la connaissais comme ça, non. Et puis c'est une personne qui me téléphonait en me disant il divorcera. Elle se permettait de me téléphoner, de me dire ça. Non, il aurait été seul, oui, c'est possible. Possible. Mais avec la personne en question, non. Qu'est-ce qui vous perturbe aujourd'hui? De savoir que je suis en retraite déjà depuis peu. Je voyais beaucoup de personnes, je voyais beaucoup de monde, j'étais très active et j'ai fait un petit peu le bilan de ma vie, quoi. Je me rends compte, je n'ai pas d'enfant, je termine ma vie comme ça, quoi. Ouais. Bon, il est vrai que je suis quelqu'un de très sociable, donc je suis entourée extérieurement, mais j'aime bien être indépendante. Mais enfin, quelquefois, oui, je me dis, je n'ai pas eu d'enfant, ça me perturbe. Et puis ce manque de respect qui me poursuit quand même assez. Et ça... Pourquoi vous ne lui écrivez pas? J'ai essayé. Et alors? Oui, quelquefois, quand j'ai mes colères, quand j'ai quelque chose, oui, je le fais. Vous postez la lettre? Non. Voilà. Écoutez, vous savez, même 25 ans après, sachez-le, rien n'est jamais ridicule. Vous avez vécu 10 ans avec cet homme-là, vous pouvez lui dire exactement, dans les mêmes termes, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas vu, sans doute vous vous êtes mal séparés. Je le pense, oui. Ouais, vous vous êtes mal séparés et qu'un mot de lui, parce que précisément vous avez quand même partagé 10 années, ça vous ferait du bien que croiser sa femme aujourd'hui qui vous regarde de façon... c'est son amie, ils ne sont pas mariés. Voilà, croiser son ami qui vous regarde de façon toujours hautaine alors que finalement vous n'avez rien fait d'autre que l'aimer. Ça vous est douloureux et qu'un simple mot gentil de sa part suffirait peut-être à rétablir les choses. Voilà, vous laissez une porte ouverte, vous envoyez la lettre. Ah, moi je pourrais pas faire. Pourquoi? En plus, il vit avec cette personne. Non, mais vous l'envoyez, je sais pas, il n'a pas un bureau, il n'a pas un endroit. Non, il est en retraite depuis plusieurs années. Et lui téléphoner? Téléphoner j'ai peur. Honnêtement, là... Qu'est-ce que vous risquez? Oui, d'être ridicule. Et alors? On n'en meurt pas. C'est exact. On n'en meurt pas. Qu'est-ce qui va vous arriver? Si vous examinez un tout petit peu les conséquences, qu'est-ce qu'il risque de vous arriver? Vous savez, il va sûrement être surpris par votre appel. Et puis les années ont passé, aussi pour lui. Et ça peut lui faire plaisir. Il peut être même très flatté de savoir que 25 ans après, un mot de lui... ça peut vous aider et ça peut suffire à vous apaiser. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il a eu une importance dans votre vie, cet homme-là. Ah oui, absolument. Eh bien, il va en être flatté. Aujourd'hui, très certainement, il ne vous en veut plus. Il vit avec cette autre personne. Mais moi, disons que c'est lui. Moi, j'ai subi, quoi. Je l'ai fait. Non, je pense que maintenant, il est avec cette personne. Enfin, je ne sais pas s'il est heureux, peu importe. Mais disons que je me vois mal. Aujourd'hui, prendre le téléphone, j'avais tant besoin de lui, au début, parce que j'avais besoin pour un réconfort, pour le deuil et tout. Il n'était pas là, alors je me vois mal aujourd'hui lui téléphoner, lui dire que vous avez vécu. Pas le courage de le faire. Alors écrivez-lui. Qu'est-ce que vous risquez? Vous ne serez même pas là quand il va ouvrir la lettre. Oui, surtout si c'est la personne avec qui il vit. Non, elle ne doit pas ouvrir son courrier, elle ne va même pas savoir, elle ne peut même pas imaginer que vous lui écrivez une lettre. Le comportement, parce que quand je la croise et que je suis avec des amis, mes amis me disent, mais c'est pas possible, s'il y en a une, mais c'est pas possible qu'elle ait une réaction. Et pourquoi elle a une réaction vis-à-vis de moi comme ça? Ah, mais c'est comme ça, je veux dire. Me dévisager. Parce qu'elle vous considère toujours, elle, comme une rivale. Eh oui. Vous étiez avant elle
Et que vous le vouliez ou non, dans sa tête, vous représentez toujours une menace et un danger. Et comment elle traduit ça ? Elle traduit ça en étant hautaine, mais c'est une façon, au fond, de se mettre en retrait. Et elle a cette réaction parce que vous êtes toujours un danger pour elle. Ah oui, pourtant, je ne les ennuie pas, je vous avoue. C'est sûr, mais bon, en tout cas, quand elle vous voit, elle se sent menacée. Vous avez vécu avec cet homme, vous avez été sa femme. Elle, comme vous dites, il ne l'a pas épousée. Non. Et bon, écoutez, en tout cas, 25 ans après, toujours pas. Et donc, elle ne le vit pas très bien. C'est tout. C'est possible. Ouais. Et elle a développé une animosité forcément à votre égard. Vous êtes une menace, que vous le vouliez ou non. Et elle me voit toujours toute seule. Enfin, je suis entourée d'amis. Mais et vous la voyez seule ou elle est avec votre mari ? Ah non, elle est seule quand je la croise. Bon, alors. Je l'ai croisée une fois avec lui, une fois, mais je ne sais pas s'ils m'ont vu ou quoi que ce soit. Bon, j'ai fait celle qui a regardé une vitrine, quoi. J'ai tourné le regard parce que je ne voulais pas les prendre de face au bout de plusieurs années. Ouais, écoutez, vous êtes une discrète, Nathalie. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je tenterai ma chance. Vous ne risquez rien. Vous n'avez rien. Je téléphoner, mais surtout pas écrire. Bon. Mais j'ai peur d'avoir qui me raccroche carrément. Et alors ? Je serai encore peut-être plus malheureuse, je sais pas. Non, finalement, ça veut dire que, au fond, il n'a rien compris et que peut-être que vous avez bien fait de vivre sans lui. Peut-être que ça va vous apaiser, quoi que vous pensiez. S'il raccroche, vous direz, voilà, finalement, j'ai passé 10 ans avec cet homme-là et il n'a pas compris grand-chose. Mais il va vous écouter. J'ai des doutes. D'autant plus qu'il vit chez cette personne. Bon, écoutez, il y a toujours un risque. Mais on n'a rien sans rien. Absolument. De temps en temps, il faut savoir prendre le risque. Si 25 ans après, ça continue de vous perturber, vous n'avez rien à perdre. Vous ne serez pas perturbé davantage. Il vous a quitté. Il ne va pas vous quitter une deuxième fois. Ah non, Voilà. non, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive de pire ? D'être ridicule, parce que finalement j'ai tenu pendant tant d'années, j'ai essayé de me voir comme ça, je vivais quand même en apparence, mais intérieurement c'est vrai, les personnes qui me connaissent, j'ai eu l'occasion de refaire ma vie, j'ai refusé, voilà. Et je vous dis, cette personne là, toujours en train de me dévisager, de me regarder, je me suis toujours posé cette question, pourquoi elle agissait comme ça. Et vous m'avez donné la réponse. Ouais, vous constituez toujours une menace pour elle. Écoutez, tentez votre chance, téléphonez et surtout rappelez-moi pour me dire ce qui s'est passé. C'est gentil. Je compte sur vous. Merci infiniment. Au revoir Nathalie, à très bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Et tout de suite, on va continuer et terminer d'ailleurs avec Jean-Marie. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Caroline. Alors, vous dites que vous aussi, vous avez un divorce en cours. Voilà. D'après ce que je comprends, un jugement de conciliation a eu lieu le 4 juillet. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oh, écoutez, moi, mon cas personnel... j'ai l'espoir que ça puisse intéresser d'autres qui sont dans la même mouise que moi. C'est-à-dire que, vous savez, comment dire simplement et rapidement, 47 années de vie avec des hauts et des bas, bien sûr, mais bon, ça forme un homme et ça forme un couple. C'est vrai. Et puis, découvrir en 5 minutes, si vous voulez, à la lecture des attendus du jugement, que la femme que je croyais aimer est très différente de ce qu'elle est en réalité. Enfin, c'est la réalité d'aujourd'hui, vous voyez. C'est surtout la réalité des avocats, ne l'oubliez pas. Vous savez, malheureusement, moi, j'ai fait l'erreur de prendre un conseil, mais c'est de ma faute. Je lui ai pas donné les bons arguments. Alors que la conseillère de ma femme a déroulé à la virgule près les attendus, vous savez, on reçoit un papier par huissier, et il y avait des nombreuses inexactitudes, des choses qui m'ont scandalisé, et
bon, j'ai été négligent et bon, j'ai quand même fourni à mon avocate les éléments pour contredire. Et bon, allez, c'est fait, c'est de ma faute, je compte. Mais oui, c'est vrai. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose, Caroline. Je crois que la profession d'avocat, depuis Molière, n'a pas évolué tellement. Et on pourrait s'en passer. Pourquoi on s'en passe pas? Parce qu'on délègue. Vous savez, il est quand même pas très difficile, en tout cas au niveau civil, de lire le Dalloz, vous voyez. Oui, mais tout le monde ne le peut pas. Mais et si, puis, mais si. Non, mais attention, vous savez, vous auriez pu le faire, mais dans le cas d'un divorce, vous avez aussi des personnes qui sont très démunies et qui n'ont pas les bons arguments. Tout à fait. Et qui peuvent aussi se faire maltraiter et qui peuvent rester absolument sans défense. Je suis tout à fait de votre avis, Caroline. Donc, c'est bien qu'il y ait des gens dont le métier soit précisément de défendre. Bien sûr. Mais attendez, moi je dis que c'est un mal nécessaire, les avocats. Ouais. Dans la mesure où on botte en touche, on délègue, vous comprenez? C'est comme en politique, on délègue. Hein. La démocratie participative, ce n'est qu'un vain mot, vous comprenez? Oui, mais j'ai l'impression surtout que c'est la procédure. Pardon? Je peux me tromper, Jean-Marie, mais en vous entendant, j'ai l'impression surtout que c'est la procédure qui vous a mis à mal. Non, pas du tout. Non, c'est la découverte, si vous voulez, que ma femme a Prougain, alors qu'elle est 10 fois plus riche que moi, potentiellement, vous comprenez? Ouais. Alors, est-ce que c'est de la haine? Vous savez, il y a deux solutions. Quand vous découvrez qu'une femme dont vous avez fait une princesse toute sa vie, je veux dire, on est d'un milieu très aisé. Je veux dire, moi, je l'ai emmenée aux États-Unis pendant 1 an, en année sabbatique, alors que moi, je travaillais dans un labo de recherche de pointe de génie génétique en 1980. On a emmené nos enfants, on a eu une vie extraordinaire, je veux dire. Et en plus, bon, elle était prof, mais maître auxiliaire, et travaillant au CEA, eh bien, évidemment, les relations sont telles qu'un coup de fil au ministère, et on lui avait gardé son poste au chaud, vous comprenez? Bon, mais c'est un exemple. Je suis pas sur votre antenne pour me livrer à une attaque en règle de ma femme. Non, mais j'ai l'impression surtout qu'il y a beaucoup de douleur dans tout ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de ressentiment. De ma part, si vous voulez, c'est de la naïveté. Moi, je vais vous dire, vous savez, beaucoup d'hommes, je crois, trouvent leur plaisir en donnant du plaisir, que ce soit sexuel ou intellectuel. Je pense que vous avez raison. Vous avez tout à fait raison, et je vais même vous dire mieux, je suis très contrite de devoir vous interrompre là, parce que c'est un sujet intéressant. Et je vous propose de me rappeler demain, afin que nous puissions en parler plus longuement, parce que je n'aime pas vous laisser comme ça, et on n'a pas pu se dire grand-chose au fond. Donc si vous voulez bien, vous nous rappelez demain à la même heure, et je serai contente de continuer à parler avec vous. Pour vous dire que à demain, Jean-Marie. C'est une magnifique station. Merci beaucoup. Voilà. Je vous retrouve demain, il est 1h. Tout de suite, le flash avec Émilie Bonneau.